Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a Xavier qui a déjà fait un test. On est déjà à quasiment 100 personnes connectées 2 minutes avant le lancement. Parfait. Un webinar, où il y a eu beaucoup d'inscriptions. On est vraiment ravis, d'être aujourd'hui, en live pour vous parler, des nouveautés IA et des bonnes pratiques à maîtriser en 2026. On a eu plus de 700 inscrits, donc c'est un des records de partout, et on espère que vous serez nombreux ce matin pour, échanger sur tout ce qui est en train de se passer en géolocal et sur tous les sujets Google Maps, avis, et visibilité dans les agents IA. On va avoir environ 1 heure ensemble, et il y a beaucoup de sujets à voir. Merci à quasiment plus de 100 personnes qui sont connectées en avance. Ça montre l'intérêt qu'il y a pour ces sujets. Et comme d'habitude, donc il y a le chat, et il y a aussi les questions. On y répondra à la fin. Et le but, c'est que, ce soit aussi interactif. À la fin, on prendra toutes les questions, on passera le temps qu'il faut pour y répondre, comme d'habitude. Donc on va commencer à peu près, dans les temps. Pour rappel, le sujet du jour, c'est de parler de toutes les nouveautés. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on fait généralement des webinaires avec une thématique en particulier, très précise. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait eu énormément de nouveautés sur les sujets, de géo, de local, énormément d'évolutions Google Maps. Et donc, aujourd'hui, on va prendre 1 heure ensemble pour lister toutes ces nouveautés. On les a organisées, mais ça va vraiment être, voilà, l'objectif, c'est vraiment de partager plein de choses, différentes. Et on a appelé ça les 10 nouveautés, mais ce matin avec ma femme, elle me disait: «Tu aurais dû les appeler les 1000 nouveautés» parce qu'il y a beaucoup de choses dont on veut parler aujourd'hui et l'idée, c'est potentiellement, c'était de se focaliser sur certaines d'entre elles. J'ai dû retirer quelques slides parce que je me suis dit qu'au-delà d'1 heure, ça allait commencer à faire beaucoup. Mais si vous travaillez avec Partout, vous pourrez creuser certains sujets, avec les équipes, avec lesquelles vous travaillez. Il est 11h01, et donc là, on est quasiment à 150 personnes de connectées et on va commencer, directement. Donc bonjour à tous, moi c'est Thibaut Renouf, donc je suis le co-CEO de Partout. Je vais présenter, très rapidement, Partout pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous, on est la première plateforme tout en un pour le marketing local. On a 2 grands piliers, sur lesquels, on travaille pour, les réseaux de points de vente. Le premier pilier, c'est la visibilité. On est connu historiquement pour un outil de présence en ligne où on va diffuser les informations des réseaux de points de vente sur, une multitude de canaux, que vont être Google Maps, Waze, TomTom, Facebook, Apple, Snapchat, et cetera. On gère aussi les réseaux sociaux dans le cadre de nos partenariats avec les enseignes, où on va mettre à disposition une plateforme pour poster sur Facebook, sur Instagram, sur Google, sur le Store Locator. Il y a le sujet du Store Locator dont on parlera aussi qui devient hyper important en géolocal et on a un suivi, du positionnement, SEO et on travaille avec, Meteoria qui est notre partenaire pour tout ce qui est GEO. Après en avoir testé plusieurs, on s'est rendu compte que sur le géolocal, ils étaient vraiment, très solides et au-dessus. Il y a un deuxième pilier sur lequel on travaille de plus en plus, on a commencé en 2018, donc ça fait un moment, c'est tout ce qui est interaction. Donc on va avoir un produit de gestion d'avis public, donc c'est tous les avis Google Maps, Facebook, TripAdvisor, et on est en train de rajouter d'autres plateformes. Donc l'idée, c'est de centraliser tous les avis que vous avez en ligne pour vos points de vente, y permettre d'y répondre, de les analyser avec de l'IA, et cetera. On a un outil de messagerie qui permet de gérer vos messages WhatsApp, Facebook, Instagram, et SMS, et sur votre site, le chat avec un agent IA qui est derrière, qu'on appelle Jim, qui permet de répondre avec de l'IA. On fait aussi toute la partie enquête de satisfaction. On a des enquêtes qui sont paramétrables, qui partent après une visite en magasin ou pour récupérer les retours des clients. Et donc, ça inclut bien sûr la collecte de NPS, de CSAT, etc. avec les équipes satisfaction. Et on a un nouveau produit dont on parlera très très brièvement aujourd'hui qui est le suivi des avis de la concurrence où on est capable de récupérer tous les avis de vos concurrents en local. Aujourd'hui, comme d'habitude, on n'est pas là pour parler de Partout. On est là pour parler d'innovation générale et plutôt d'innovation
dans notre écosystème. Donc, ça va être autour de Google Maps, autour de Snapchat, autour de OpenAI. Et c'est vraiment une veille qu'on fait. Chez Partout, on a vraiment à cœur de faire ça. On est plus de 300 dans les équipes. Et notre travail, c'est de fournir une solution, mais c'est aussi de fournir une expertise. Et ça, on le fait pour 1200 clients dans 150 pays. Là, vous avez une des 20 slides qu'on pourrait faire avec les clients de partout, tout type de secteur. Et notre objectif, c'est de les accompagner dans cette transition. Et ces webinars font partie. Et donc, c'est des webinars qu'on fait régulièrement. Et donc, aujourd'hui, on a plus de 700 inscrits. 3 sujets aujourd'hui. Le premier, c'est la transformation du référencement local. Le deuxième, c'est le sujet des avis au cœur du géolocal. Et le troisième, c'est les sujets du store locator. Et on va rentrer directement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, notamment aux États-Unis. Donc, on va commencer par la transformation du référencement local. Et en premier, on va parler des AI overviews aux US et de tout ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Pour rappel, les AI overviews, c'est un bloc de texte généré par intelligence artificielle basé sur Gemini, le LLM de Google, et qui est disponible depuis plusieurs années dans tous les pays, sauf la France, la Chine et la Turquie. Donc en France, on ne connaît pas vraiment les AI overviews. Pourtant, ça a transformé la manière dont le web fonctionne dans tous les autres pays. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de parler de qu'est-ce qui est en train de se passer, notamment aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, le local pack, qui est donc les 3 blocs que vous voyez ici, c'est un bloc qui reste encore beaucoup affiché, même avec les AI overview. Mais depuis mars 2026, il y a des tests que nous, on suit très près chez Partout pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer avec le local pack. Et donc, vous voyez un nouveau local pack qui est en train d'être testé et qui inclut notamment un paramétrage par IA. Et donc, vous voyez que c'est un peu différent d'avant. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'est-ce qui est en train de changer aux US pour comprendre qu'est-ce qui va changer en France. Donc là, vous voyez à gauche le local pack en France, à droite des tests de local pack aux États-Unis. Et chez Partout, on a tendance à différencier 2 types de recherches. Quand on cherche sur le local, vous avez d'un côté les recherches qu'on appelle directes, Leroy Merlin, Paris-Beaubourg, ou je cherche Burger King, une recherche marque. Et de l'autre côté, les recherches indirectes, c'est-à-dire je cherche un restaurant, un dentiste, un coiffeur. Et en France, ce type de recherche, c'est 50% de recherche directe et 50% de recherche découverte, où finalement, vous êtes en concurrence. C'est-à-dire que AXA va être en concurrence avec Allianz, qui va être en concurrence avec Generali pour les assureurs en local. Et ce qu'on observe en France, c'est que c'est environ 50-50. Maintenant, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'aux États-Unis, les recherches directes sont en train de baisser. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui recherchent une marque en particulier et de plus en plus de personnes qui font de la discovery, de la découverte. Et donc, plutôt que de chercher tel restaurant qu'on connaît, on va chercher des restaurants de manière générale. Plutôt que de chercher telle agence immobilière, on va rechercher des agences immobilières. Et donc, c'est une opportunité pour les marques de remonter en SEO et en GEO et donc de se positionner. Et cette tendance d'augmentation des recherches découvertes au détriment des recherches directes offre de nouvelles opportunités et arrive en France de plus en plus. On le voit chez nos clients. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais vous partager. Il y a aussi un autre élément. Beaucoup d'entre vous suivent leurs statistiques. Votre statistique d'impression, votre statistique de clics, d'appels, de demandes itinéraires dans Google Maps. C'est un KPI qui est hyper important. Pour vous donner un chiffre, les fiches des clients de Partout sont vues 15 milliards de fois par an. 15 milliards, donc ça veut dire que tous les jours, sans vous en rendre compte, vous utilisez Google Maps et vous utilisez les données qu'on met à jour sur Partout. Mais ce chiffre aux États-Unis, il est en baisse. Les impressions Google Maps sont en chute libre avec l'IA. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'IA propose des points de vente qui sont mieux contextualisés. Et ça veut dire qu'au lieu de faire plusieurs recherches, vous allez faire peut-être un peu moins de recherches. Vous cherchez un restaurant et en fait, plutôt que d'avant, vous faisiez 4 recherches pour trouver un restaurant et vous voyez plein de restaurants différents. Maintenant, vous en faites moins. Et donc, mécaniquement, les impressions sur Google Maps aux États-Unis sont en baisse. Et donc, il y a fort à parier qu'en France, il y a aussi une baisse des impressions Google Maps dans les prochaines années. Par contre, les clics se maintiennent. Et donc là, ce qui est extrêmement aussi intéressant, c'est qu'en fait, les gens voient moins de points de vente pour se décider parce que les IA sont meilleurs pour leur proposer les bons, mais ils vont toujours en point de vente. Donc là, il y a une stabilité des clics, donc les appels téléphoniques, les demandes d'itinéraires ou les clics vers le site web. Ça, c'est un point intéressant pour ceux qui commencent à voir une baisse de leurs impressions. C'est parce que Google devient de meilleur en meilleur
pour proposer aux internautes les bons points de vente. Deuxième info intéressante qui vient des US, c'est qu'on observe une baisse significative de visibilité après 30 jours d'inactivité du propriétaire sur Google Maps. Ça, c'est important. C'est-à-dire que, en fait, quand vous avez une fiche Google Maps, ou que vous en avez 100 ou 200 et que vous gérez tous les carrefours de France ou tous les casinos, votre enjeu, c'est de faire des actions pour montrer à Google que vous êtes propriétaire et que vous êtes actif. Une action d'un propriétaire, ça peut être répondre à un avis, ajouter une photo, faire un post sur Google Maps. Toutes ces choses-là, ou mettre à jour des horaires ou des informations, toutes ces choses-là montrent à Google que vous êtes actif. Et si Google remarque que vous ne faites plus de changements, que vous ne mettez plus de photos, au bout de 30 jours, il va commencer à baisser votre SEO. C'est-à-dire que vous serez moins visible sur les requêtes découvertes. Et donc, ça veut dire qu'il y aura moins de gens qui vous trouveront. Donc, nous, ce qu'on conseille chez Partout à nos clients, c'est d'avoir au moins une activité par mois pour l'ensemble du réseau pour améliorer son positionnement sur des recherches découvertes et donc augmenter ses revenus. Un autre point qui est intéressant, c'est qu'il y a une augmentation significative de la quantité d'informations que vous pouvez mettre dans Google Maps et de manière générale aussi dans toutes les surfaces de Google. Le Merchant Center, Google Maps ou Google Business Profile deviennent des endroits où vous pouvez rajouter plein d'infos. Par exemple, ici, si on prend le cas d'un hôtel, vous pouvez mettre la Wi-Fi, est-ce qu'il y a des spas, est-ce qu'il y a des piscines, est-ce qu'il y a un accès handicapé, est-ce qu'on a le droit de faire venir son chien. En fait, ces milliers d'infos, elles sont hyper importantes parce que les IA vont s'appuyer sur ça pour faire remonter vos points de vente. Si par exemple, vous dites j'ai un accès handicapé dans mon point de vente, si la personne qui fait sa recherche, le Google sait qu'elle est handicapée, par exemple, ça va remonter. Et il peut y avoir pareil pour énormément de cas spécifiques. Si la personne, elle aime bien les hôtels avec piscine parce qu'elle l'a dit dans le passé et que vous n'avez pas renseigné que vous avez une piscine dans votre hôtel, ça va moins remonter. Donc, on revient aujourd'hui au sujet qui est central, c'est l'enrichissement de la donnée pour remonter dans les IA. Et il y a beaucoup de gens qui pensent encore que Google Maps, c'est principalement des adresses, des horaires, des numéros de téléphone. La réalité, c'est que ça devient tout un ensemble d'informations qu'il faut enrichir pour remonter. Parmi les informations qu'il faut enrichir, il y a les photos. Alors là, je vous ai pris un petit exemple très simple. Si je vais dans Google Maps et que je tape macaron, on voit une super boulangerie Thierry Bamas à Anglette qui remonte. Parce que quand j'ai fait ce test là-bas. Et à droite, vous voyez, quand je tape bûche de Noël, vous avez aussi Thierry Bamas qui remonte. Par contre, la photo est différente. À gauche, vous avez des macarons. À droite, vous avez une bûche. Qu'est-ce que cela nous montre? Ça montre, premièrement, que l'IA est capable de reconnaître toutes les photos que vous mettez. Et deuxièmement, que l'ordre des photos dépend de la recherche. Et donc ici, peut-être qu'à gauche, les macarons, ils ne donnent pas hyper envie, donc les gens vont moins cliquer. Et donc, il y aura moins de gens qui viendront dans cette boulangerie. Et donc, moi, si demain, j'ouvrais par exemple une boulangerie, mon premier réflexe, ce serait de prendre des photos de tous mes produits pour remonter sur des recherches produits. Et donc, là, la réflexion que devrait avoir n'importe quelle personne qui gère ce genre de sujet, c'est de se dire quels sont mes produits et comment faire pour que les IA reconnaissent ces produits et d'avoir des photos qui correspondent à ce que cherchent les gens. Et donc ça, c'est un petit exemple. Autre point qui vient de changer, nous on conseillait beaucoup à nos clients, si vous n'avez pas de photos, mettez des banques d'images. De plus en plus, Google attend des photos qui sont contextualisées, qui sont locales. C'est-à-dire qu'il faut que vous demandiez à vos réseaux, à vos points de vente, de prendre des photos du local. Parce que les banques d'images, ça ne donne pas vraiment envie. Comme vous le voyez pour ce McDo, vous avez une photo noire, etc. Et les photos qui sont postées par des gens peuvent aussi donner moins envie. Alors que si vous maîtrisez la qualité de la photo, vous avez la possibilité de montrer des choses positives. Donc, ce qu'on pousse chez Partout, c'est l'usage en local de la plateforme pour que les points de vente puissent prendre en photo et l'uploader sur notre plateforme, ce qui met à jour dans Google Maps. Et vous voyez à quel point c'est important. Autre chose qui arrive aux États-Unis, qui viennent de sortir, c'était la semaine dernière. En fait, vous avez les Google Products. Pendant longtemps, Google a essayé de faire le lien entre d'un côté ce qu'on appelle le Merchant Center, qui est à la base de Google Shopping, et de l'autre côté, Google Maps avec Google Business Profile. Il se trouve qu'aux États-Unis, il y a des tests qui sont faits pour aller dans ce sens. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut suivre de près. Comment faire le lien demain entre vos produits et vos points de vente. Ça, c'est des réflexions, on n'aura pas le temps de creuser plus que ça, mais c'est des choses qui bougent beaucoup aux États-Unis. Vous avez aussi l'onglet Event qui vient scraper des événements sur des plateformes d'event, donc ça aussi, c'est intéressant. Et le point dont je voulais parler aujourd'hui avec vous, c'est la réservation. En fait,
ce que Google est en train de construire, donc ça c'est une slide que j'ai récupérée d'une présentation Google et que j'ai traduite, c'est que Google est en train de lancer Local Appointment ou Google Réserve. Google Réserve, c'est un gros bouton bleu sur votre fiche Google qui permet de réserver directement sur le clic. Pourquoi Google s'intéresse à la réservation? Parce qu'aux États-Unis, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a ce qu'on appelle de l'agentic booking. L'agentic booking, c'est vous demander à Gemini ou à l'AI Mode, à Google, de vous trouver un restaurant, un coiffeur, un garage, un assureur qui est disponible demain à 16h. Comment l'IA va faire? En fait, l'agent IA va aller récupérer les disponibilités des différents points de vente autour de vous et vous fournir des propositions de disponibilité aux horaires qui vous arrangent. Donc, c'est fini l'époque où vous allez devoir appeler chacun des points de vente pour trouver, par exemple, un garagiste. En fait, l'affichage du bouton bleu, c'est le prérequis pour demain avoir un agent qui donne vos disponibilités à vos clients et qu'ils aient plus besoin d'appeler vos points de vente pour savoir si c'est disponible ou d'aller sur votre site. Alors, on commence à le déployer. Cette fonctionnalité, Partout est partenaire sur cette fonctionnalité. On est parmi les seuls en Europe à avoir cette chance. Vous avez un exemple sur AD Carrosserie, mais c'est déployé aussi, vous pouvez le chercher sur Shiva, sur Optique 2000, sur des parkings, etc. On commence à le déployer dans pas mal de secteurs. Et en fait, ce qui est important, donc on a plus de 10 000 établissements qui ont activé cette fonctionnalité. Ça vient en incrémental par rapport au nombre de réservations d'appels. Donc, si vous avez un enjeu qui est la réservation, on vous conseille vraiment de regarder cette fonctionnalité dans l'automobile, dans l'assurance et de plus en plus dans le retail. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment coiffeur, salle de sport et restaurant. Maintenant, ça commence à se développer sur d'autres secteurs et donc partout, on accompagne de plus en plus d'acteurs là-dessus. Vous avez à gauche de cette slide les critères d'éligibilité. Il faut avoir votre propre outil de réservation, il faut avoir une page de réservation spécifique par établissement et il faut bien sûr remplir un questionnaire Google pour être accepté dans le programme. Et donc là, ce qu'on va vous demander, c'est de nous contacter directement sur notre site internet pour qu'on puisse vous réorienter vers ce questionnaire et surtout vous dire si vous êtes potentiellement éligible ou pas. Et une fois que vous l'êtes, on met ça en place dans Partout. Comme ça, vous avez la possibilité d'avoir ce gros lien bleu. Et vous pouvez le tester sur Google. Vous allez avoir un petit bouton qui s'appelle Réserver. Et ça va augmenter ce qu'on appelle votre conversion, c'est-à-dire le passage de visibilité à prise de contact. Et donc, l'augmentation du nombre de réservations, c'est pour beaucoup un enjeu. Et la fonctionnalité Réserve with Google fait partie des choses qui évoluent. Et c'est surtout, comme je le disais, la brique nécessaire pour demain faire de l'agentic booking et d'être recommandé par des agents quand je cherche un coiffeur pour samedi à 17h. Si vous ne l'avez pas fait, l'agent ne peut pas savoir que vous êtes dispo demain à 17h. Donc ça, c'était la première partie des 10 choses qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vais un peu accélérer. Le deuxième sujet qu'on voulait voir, c'est ChatGPT qui accélère sur le local. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT utilise la donnée de Google Maps. Ça, on l'a vu sur plusieurs tests qu'on a fait chez Partout. Le ranking, c'est-à-dire l'ordre dans lequel vous apparaissez, dépend notamment de facteurs comme la multidiffusion ou votre store locator. Donc le store locator est un aspect clé du GEO, donc pour remonter dans le ChatGPT, mais les informations qui sont récupérées par ChatGPT, c'est les informations de Google Maps. Donc ça, c'est intéressant. Si vous mettez bien à jour vos informations sur Google Maps, vous serez à jour en partie dans le ChatGPT. Ce qu'a fait OpenAI, et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre à quel point il considère que la recherche locale est importante. Un chiffre que je pose ici au passage, 46% des recherches sur Google sont des recherches locales, dans le sens où la réponse va être localisée. Et OpenAI n'avait pas la possibilité de vous géolocaliser. Donc, ils ont uniquement depuis le 7 avril 2026, donc il y a quelques mois, donné la possibilité à n'importe quel utilisateur de ChatGPT de partager sa géolocalisation pour que les propositions qui lui sont faites soient autour de lui. Alors, moi, je l'ai fait parce que je l'ai testé, je vous montre comment le faire. Vous tapez « Où manger près de moi ?» et vous allez avoir une proposition qui vous propose sur votre mobile d'activer votre géolocalisation. Vous allez partager votre géolocalisation à OpenAI et résultat, les restaurants qui vous sont proposés dans le ChatGPT seront géolocalisés de la même manière que les supermarchés et que tout autre type de point de vente. Et donc ici, ce qu'il faut voir, c'est que OpenAI est en train d'investir dans la recherche locale et donc le géolocal prend de plus en plus d'importance. Maintenant, petit tour côté Claude. La police a sauté, c'est de ma faute, j'ai utilisé un peu d'IA ici. En gros, la question, c'est
comment Claude fonctionne sur le local. Claude est en train de prendre une part importante du marché des agents IA. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi la sortie du premier modèle Mythos qui a eu lieu hier sur Claude. C'est absolument exceptionnel les résultats de Claude sur les LLM. Et donc, c'est intéressant de regarder comment Claude fonctionne sur le local. Donc, on a fait quelques tests chez Partout. On a posé la question, je cherche un supermarché près de chez moi. Donc, vous voyez l'affichage à droite, c'est comme sur Google Maps. Et en fait, on a commencé à un peu enquêter sur comment ça fonctionnait et pourquoi Claude remontait parfois plus Leclerc ou plus Casino ou plus tel point de vente ou tel point de vente. Et les conclusions de cette recherche qu'on vous partage aujourd'hui, c'est que Claude utilise uniquement l'API Place de Google. Ça veut dire que si vous êtes bien sur Google Maps, si vous avez des bons avis, vous allez être présent dans Claude. Donc là, j'ai fait des captures d'écran de ce que me montrait mon outil Claude avec, il y a d'abord une API Place qui me retourne par exemple les 5 supermarchés autour de moi. Et ensuite, on va enrichir cette donnée avec les horaires, ce que l'entreprise vend. Et chose la plus intéressante, c'est que Claude va aussi récupérer les avis. Et donc, il va récupérer le texte intégral des avis et vous répondre avec des verbatims sur les points de vente. Donc là encore, beaucoup de gens expliquent que les avis Google prennent de moins en moins de place. En fait, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer, puisque Claude, qui répond comme ça à ma question, vous pouvez le tester si vous avez Claude sur votre ordinateur, propose une cartographie avec des avis, et ces avis sont directement tirés de Google Maps. Et quand j'ai demandé à Claude sur quel critères il m'a proposé l'ordre de ses points de vente, il me répond directement, je me suis basé sur la note Google Rating pour classer les supermarchés du mieux noté au moins bien noté. Et il met Super U, Carrefour, Leclerc, Intermarché, avec différentes notes, et il me répond qu'il aurait pu passer par le nombre d'avis, etc. Mais on voit bien que Claude, qui prend une place importante dans l'écosystème de recherche, notamment parce que c'est un usage B2B et que le B2B a tendance à se déverser dans le B2C, commence à prendre beaucoup de données chez Google, sans doute parce que Google détient, je crois, quelques pourcents, peut-être 8-10, de Anthropic, ce qui pourrait expliquer ce comportement. Je voulais parler beaucoup de Google I.O., mais je me rends compte qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui. Donc, je vais juste vous parler de la chose qui m'a le plus impressionné dans cet événement. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Google I.O., c'est l'événement mondial annuel de Google où Sundar Pichai, le CEO de Google, présente toutes les nouveautés qui vont arriver dans les prochains mois et chez Google. Et il y en a une chose qui m'a bluffé, c'est l'agenting Coding in Search. Juste point de passage, vous avez un lien qui vous a été partagé pour regarder le replay de cet événement. Il y a énormément de choses passionnantes sur cet événement. Bon, il dure un peu longtemps, mais au moins vous avez un exemple de choses qui peuvent être intéressantes pour comprendre le futur du search. Moi, ce que j'en retiens, c'est que la France est hyper en retard et qu'on n'a pas conscience de à quel point le web est en train d'être changé aux États-Unis. Et même si la France a plusieurs années de retard sur la transformation du web, on n'a pas conscience de à quel point le web va changer pour nous et donc il faut s'y intéresser. C'est principalement ce que j'en retiens. Une démonstration de l'agentic web, alors je reviens, Agenting Coding in Search. En fait, le concept de ça, c'est une révolution du web. C'est que quand je pose une question dans l'AI mode, en fait, donc Google va coder une page dédiée pour me répondre. Vous voyez à droite, c'est du code. Pour ceux qui ont déjà utilisé Lovable, ce qui est fou, c'est que je pose une question et en parallèle, pour répondre à ma question, plutôt que de me répondre avec du texte, en fait, Google va coder un site. Et donc là, je vois un site. Donc là, dans l'exemple qui a été fait pendant Google I.O., c'est j'aimerais avoir un plan avec mes enfants, avoir un plan pour ce week-end. Et ça fait un plan, mais ça ne fait pas un texte, ça fait un site avec des menus déroulants, des liens, plein de choses qu'on peut. Un vrai site. Et ce site-là a été construit par de l'IA pour la requête spécifique de l'utilisateur qui a posé la question. Et ensuite, ce site peut être partagé à une autre personne. Ça veut dire que demain, quand je dis compare-moi Adidas et Nike, telle paire de chaussures, en fait, plutôt que d'aller sur le site d'Adidas ou sur le site de Nike, Google va recréer un nouveau site unique, spécifiquement pour ma question, avec de l'IA, et va me faire un mix des univers de Adidas et Nike et comparer les chaussures dans un nouveau site, dans un nouvel endroit, qui est ce web codé en direct
par Google à chaque fois que je pose une question. Donc ça, c'est un exemple de manière dont on peut comprendre que le web est en train d'être transformé. Si ce sujet vous intéresse, encore une fois, vous pouvez aller regarder sur Internet le replay complet. On n'a pas forcément le temps de tout voir aujourd'hui. Troisième sujet, pardon, c'est la montée en puissance du social, de TikTok, de Snapchat. Je pense que ce point-là, c'est un point aussi, j'aurais aimé m'attarder plus, mais ce qu'il faut retenir dans ce qu'on voit aujourd'hui chez Partout, c'est ce concept central, la fusion du search et du social. Pendant les 30 dernières années, le search, donc Google, Yahoo, Bing, la manière dont on cherche sur des sites internet, était complètement séparé des réseaux sociaux. Donc, en gros, vous aviez d'un côté TikTok, LinkedIn, Twitter, et de l'autre côté le search. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que le search, donc les moteurs de recherche, notamment Google, récupèrent le contenu des réseaux sociaux pour l'intégrer à leur expérience. Et donc, vous avez peut-être vu passer il y a un peu plus d'un an Instagram a marqué sur son interface, vous avez eu un pop-up en juillet 2025 qui vous disait, donc un peu moins d'un an, vos photos et vidéos publiques pourront bientôt apparaître dans les résultats des moteurs de recherche. Et ça montre bien qu'en fait, les Google, Bing et autres se sont dit, il y a tellement d'infos sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, sur TikTok, sur LinkedIn, que je vais réintégrer ça dans mon index. Et donc, les informations que propose Google sont influencées par les réseaux sociaux. Et cette fusion, je pense qu'elle a un énorme impact pour les marques. Et même si en France, on le sent moins, je vous ai pris un exemple de vue du web de Google aux États-Unis en ce moment. Donc, je tape une question sur un produit, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses qu'on voit un peu moins en France. Bon, Google Shopping, ça vous le voyez. Il y a des AI Overview avec un résumé, mais surtout, il y a des UGC. Les UGC, c'est un terme qu'on répète souvent chez Partout, que vous connaissez peut-être. C'est User Generated Content. C'est des contenus qui sont générés par des internautes. Et là, vous avez des exemples avec TikTok, avec YouTube, etc. Et ça, c'est pour des crèmes, par exemple. Mais on voit bien qu'il y a quelques années, pour répondre à nos questions, Google utilisait les informations des sites de marque, alors qu'aujourd'hui, pour répondre à nos questions, Google utilise des UGC. Et je pense que s'il y a une chose à retenir sur cette transformation, c'est cette slide qui montre qu'en fait, le web est complètement différent aux États-Unis d'en France. Autre point qu'on a vu aux États-Unis, c'est la connexion qui est en train d'être faite entre Reddit et Google Maps. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles sections qui apparaissent aux États-Unis, About This Place, et en fait, Google est capable de connecter des threads Reddit avec des points de vente. Et va vous mettre à disposition, alors ce n'est pas encore disponible en France encore, ce panel qui vous montre des threads Reddit pour un point de vente en particulier. Chez Partout, pour vous préparer à ça, la première chose qu'on essaye de faire, c'est de vous amener à connecter vos réseaux sociaux avec vos fiches Google. Concrètement, dans la plateforme Partout, vous avez la possibilité de renseigner vos pages Facebook, vos pages Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Snapchat, comme des liens réseaux sociaux, pour que Google fasse le lien entre vos entités de Google Maps et vos entités sur les réseaux sociaux. Et donc, si vous faites un post sur Instagram qui, par exemple, dit que vous avez une pizza à moins 30 pour la deuxième pizza à moins 30%, cette information qui est une offre promotionnelle que vous mettez sur Instagram sera récupérée par l'algorithme de Google pour remonter quand quelqu'un cherche des promotions sur des pizzas. Donc en fait, il y a toute une connexion qui se fait entre vos réseaux sociaux, mais pour ce faire, il faut que vous aidiez Google à faire les connexions. Et donc, dans Partout, vous pouvez remplir vos réseaux sociaux. C'est un indicateur que nous, on surveille à l'échelle de tous les points de vente qu'on gère et sur lequel on pousse beaucoup nos clients à intervenir parce que c'est un aspect clé pour remonter dans les IA. Quand on parle de réseaux sociaux, il y a trois aspects, trois plateformes en particulier qu'on mentionne. Partout, un partenariat avec notamment TikTok et Snapchat. On est parmi les seuls acteurs au monde à avoir ce type de partenariat pour être sur la Snap Map et la carte TikTok. Ce qui est intéressant ici, c'est que plus vous êtes présent sur différentes plateformes, plus vous remontez en GEO. Et depuis maintenant 3-4 ans, ces plateformes investissent massivement sur le local. Et si vous voulez peut-être penser plus large que uniquement Google Maps, investir dans un outil de multidiffusion comme Partout vous permet d'aller vous positionner sur des populations peut-être plus jeunes qui utilisent notamment Snap et TikTok et Insta. Preuve que Snapchat se développe sur le local,
ils ont lancé une offre que je trouve hyper intéressante qui s'appelle Promoted Places. Donc là, vous voyez un employé de chez Snapchat qui parle de cette fonctionnalité. C'est un peu comme la fonctionnalité que vous connaissez sur Waze. Pendant un moment, sur Waze, vous pouviez avoir des pins qui apparaissaient avec Burger King, McDo, Intermarché, etc. Snapchat, dont la carte est de plus en plus utilisée, je pense qu'on sous-estime l'impact de Snapchat sur l'utilisation de Snapchat en France. Snapchat va intégrer, ou a déjà intégré, pardon, des promoted places. Donc, le concept, c'est de l'ADS. Vous contactez Snapchat, vous faites afficher votre point de vente et ça va apparaître sur la Snap Map que les gens utilisent typiquement pour voilà, voir des amis, voir des snaps à certains endroits, etc. Et bien sûr, partout étant connecté à Snapchat, nous avons la possibilité de mettre à jour ces informations dans le cadre de notre présence management. Dernier point sur ce premier sujet qui était le référencement local, c'est les vidéos. Donc les vidéos, ça devient un aspect clé du référencement local. Donc partout, on est en train de mettre en place la mise à jour des vidéos dans ce qu'on appelle l'edit. En fait, quand vous vous baladez sur Google Maps, vous allez voir que les vidéos remontent en premier et que les vidéos se déclenchent. Et ça, c'est intéressant parce que quand quelqu'un se balade sur des pizzerias, par exemple, désolé, je prends des exemples très, très restauration, mais je pense que c'est important pour donner plus de compréhension. Si vous avez une photo, votre œil ne va pas s'arrêter, alors que si vous avez une vidéo de quelqu'un qui présente des pizzas, votre œil va s'arrêter et potentiellement vous allez aller dans cette pizzeria. Donc, les vidéos, c'est un aspect clé du référencement local de demain. 30 minutes sur la première partie, on passe maintenant à la partie 2. La deuxième partie, c'est les avis. Les avis au cœur du GEO local. Alors, sur cette partie 2, on a 4 grandes parties. Ask Maps, c'est la première partie que je vais essayer de traiter. Donc, le premier point, c'est que pendant les 10 dernières années, il y avait une fonctionnalité dans Google Maps qui s'appelle Q&A, Question and Answer. Cette fonctionnalité permettait à des utilisateurs de poser des questions à un point de vente et aux autres de voir les questions qui avaient été posées et les réponses. L'objectif, c'était un peu une FAQ intégrée à Google Maps. Chez Partout, on ne l'a pas intégré parce qu'on avait le sentiment que ça n'allait pas percer. Il se trouve que l'usage a été assez faible et qu'en partir de juillet 2025, l'API pour mettre à jour les Q&A a disparu. Donc, on ne pouvait plus l'intégrer. Et surtout, à partir de début 2026, la section Q&A a disparu de toutes les fiches. Donc, si vous avez investi dans les Q&A, eh ben, ça ne sert plus aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui remplace les Q&A ? C'est Ask Maps. Et Ask Maps, c'est la plus grande révolution des 10 dernières années, selon Sundar Pichai. Donc, vous voyez, It's biggest upgrade in a decade. Et à droite, vous voyez Sundar Pichai sur cette capture d'écran que j'ai faite de Google I.O., donc il y a quelques mois. Et je vais essayer d'expliquer ce que c'est Ask Maps, qui est bien sûr, comme beaucoup de fonctionnalités, disponible que aux États-Unis pour le moment. Donc, le premier point, c'est que Ask Maps, c'est de l'IA. C'est une fonctionnalité d'IA Gemini 3 qui est intégrée à l'interface Google Maps. Et qu'est-ce que permet de faire cette interface ? C'est juste de discuter avec Gemini. Et Gemini va s'appuyer sur toutes les informations de la base de Google Maps. Donc, ça va être les adresses, bien sûr, mais aussi les avis, les photos, etc. Donc, plutôt que de dire « je cherche une boulangerie », ben là, on va beaucoup plus aller loin. On va dire « je cherche les meilleurs croissants dans une boulangerie avec une petite terrasse ». Et en fait, ça va être du conversationnel. Je vais pouvoir reposer une question, affiner ma recherche, etc. Donc, on passe d'un mode où je mets juste des mots-clés ou des catégories à un mode où j'interagis avec la Maps de manière conversationnelle. Et tout ça, comme je le disais, ça s'appuie sur, donc en anglais c'est grounded in, sur, on le voit ici, des photos, des avis, des réponses, des textes, etc. Et bien sûr, toutes les informations d'accessibilité, les informations de trafic, les menus si vous êtes un restaurant et que vous le mettez à jour dans Partout, les services aussi. Donc là, c'est assez intéressant parce que plus vous travaillez ces données-là, plus vous vous préparez à Ask Maps. Ask Maps est aussi connecté au site internet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous mettez à jour votre information et que vous branchez votre site internet à la fiche Google Maps, vous allez pouvoir donner accès à Ask Maps aux données de votre site. Et donc, l'exemple qu'on donne ici, qui est un très bon cas d'usage, notamment de AXA, qui met sur chacun de ses assureurs
une FAQ dans le store locator de Partout. Pourquoi c'est intéressant? Parce que demain, quand Ask Maps sera disponible en France, Google pourra utiliser cette FAQ pour répondre aux questions directement dans Google Maps. Et donc, il y a des connexions qui se font entre vos sites et Google Maps, et c'est ça qu'on va essayer de travailler. C'est fini pour Ask Maps qui remplace les Q&A. On va passer maintenant à la section bon à savoir. Alors, en France, on n'a pas la section Ask Maps, mais on a quand même quelques fonctionnalités IA. Celle qui a retenu notre attention chez Partout, c'est la section bon à savoir. C'est un bloc qui apparaît en premier sur toutes vos fiches et qui s'appuie sur vos avis. Concrètement, ici, le Brio, qui est un restaurant juste à côté de Partout, vous voyez qu'il y a un menu déjeuner à 9,80 € et les gens disent que l'équipe est super, les gens disent que les plats sont faits maison, etc. Et donc, ce bon à savoir va générer des visites. Et là, on s'est posé la question avec les équipes de Partout, mais est-ce que c'est que les avis positifs qui sont remontés dans ces bons à savoir? La réalité, c'est que non. Et donc, il y a des bons à savoir qui sont un peu moins bons à savoir quand on est une enseigne. Ça va être les clients disent de bien vérifier les dates de péremption et les emballages des produits avant d'acheter. Ou alors, il peut y avoir de l'attente. Alors, soyez patient. Prévoyez un joli emballage cadeau car certains disent que le leur manquait de soin. Certains disent que les prix peuvent être élevés. Vérifiez-les avant de vous engager. Certains disent que le service peut être inégal. Préparez-vous à vous servir vous-même. La question qui vient évidemment, c'est peut-on récupérer ces informations via API notamment? Et la réponse est malheureusement non. Cette information n'est pas disponible par API. Et donc, qu'est-ce que propose Partout? Partout vous propose de refaire les mêmes analyses à l'intérieur de la plateforme. On a sorti une solution qu'on appelle le RM+, Review Management Plus, qui va tout simplement taguer tous vos avis avec des thèmes pour que vous puissiez voir facilement quels sont les thèmes qui remontent, quelle est votre note sur chacun des thèmes et identifier pour tous vos points de vente, mais aussi par point de vente, vos forces et vos faiblesses. Et demain, enfin même aujourd'hui en fait, ceux de vos concurrents, on va y parler dans quelques instants. Donc non, pour répondre à la question, non, bon à savoir n'est pas dispo par API, mais bon à savoir reflète vos avis et Partout vous propose de suivre les thèmes qui remontent dans vos avis. Et bien sûr, quand ce sera disponible, Partout, on les intégrera dans la plateforme. Aux États-Unis, il y a d'autres fonctionnalités qui sont intéressantes. Un résumé des avis qui est un peu différent de bon à savoir. Donc, je vous mets des affichages pour que vous puissiez vous projeter. Donc là, vous avez tout un bloc de texte qui est un résumé de tous les avis. Vous avez aussi dans les photos, parfois un bloc, vous voyez, Cozy Restaurant qui est affiché. Et ce bloc-là va se mettre sur une photo. Donc, il y a plein de nouveaux affichages qui apparaissent et qui sont intéressants à suivre. Voilà, donc c'est bon pour la partie bon à savoir. Maintenant, on va parler des données structurées pour les LLM, qui est un point aussi que je voulais mentionner. Donc, première nouveauté, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un nouveau filtre qui détruit 70% de la visibilité de vos points de vente. Concrètement, en fonction de la catégorie, vous allez avoir un filtre qui permet aux gens de ne sélectionner que les points de vente qui ont un certain nombre d'avis. Ici, le filtre, il est à plus 30 avis, mais on a certains secteurs où ça va être plus 70 ou plus 100. Donc, qui n'a jamais voulu chercher un restaurant, mais avec assez d'avis pour être représentatif? Et donc, je peux tout simplement filtrer mon restaurant et dire je veux que les restaurants qui ont plus de 100 avis pour qu'il y ait une fiabilité statistique de la note. Et donc, si vous avez 17 avis comme cette cordonnerie et que moi je mets le filtre plus 30 avis, tous vos points de vente qui n'ont pas le nombre d'avis filtrés disparaissent. Et donc, Partout, on travaille de plus en plus avec de nombreuses enseignes pour augmenter le nombre d'avis de leurs points de vente qui en manquent. Si vous êtes intéressé pour augmenter le nombre d'avis de vos points de vente, contactez-nous et on essaye d'augmenter ce nombre pour que vous puissiez apparaître dans Google quand des gens mettent des filtres. Je rappelle que la visibilité Google Maps pour les clients de Partout, c'est 15 milliards d'affichages. Quand vous vous posez la question de votre business et de qu'est-ce qui apporte des gens en point de vente, regardez vos statistiques Google Maps pour vous faire une idée, mais c'est souvent assez massif. Autre sujet qui est apparu, cette fois-ci aux US, pas en France, c'est des enquêtes de satisfaction à l'intérieur des avis Google. Pendant longtemps, les avis Google étaient cantonnés à une note, un texte. Ça, on est d'accord, c'est assez classique. Et de l'autre côté, on était obligé de faire des enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes de satisfaction, vous pouvez les faire avec Partout. On est une société d'enquête. C'est-à-dire qu'on a des clients qui font toutes leurs enquêtes de satisfaction avec questionnaire et tout est réuni dans la même plateforme. C'est d'ailleurs un des bénéfices d'avoir une seule plateforme pour vos avis publics et vos enquêtes de satisfaction Partout, plutôt que d'avoir deux plateformes. Et ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que dans les avis publics, Google, il y a une bêta qui est en train d'être testée, qui consiste à poser des questions
à choix multiples, comme le prix du restaurant, le temps que vous avez attendu, ou l'atmosphère du restaurant. Et toutes ces informations, elles sont récupérées par Google comme des métadonnées qui vont définir votre point de vente. Et donc, si je cherche un restaurant avec peu d'attente ou à un tel budget, ben, en fait, je vais directement tomber sur les points de vente pour lesquels il y a ces métadonnées en fonction des avis qui ont été déposés. Donc ça, c'est une mécanique qui est assez intéressante. Cette slide, je l'ai montrée déjà plusieurs fois lors des webinaires et je pense qu'elle est assez importante. C'est que quand vous faites une recherche, demain, vous pourrez comparer 2 ou 3 points de vente dans AI Mode ou dans AI Overview. Vous avez plusieurs points de vente qui vous sont proposés, vous en sélectionnez 2 et là, vous dites quel est le point de vente qui a les meilleurs desserts. Et donc là, on voit à quel point les avis sont des données très importantes pour les IA. Autre exemple facile, c'est la comparaison via Gemini. Gemini, c'est l'IA de Google. Vous pouvez poser une question du type compare-moi Optique 2000 et un concurrent ou deux types de points de vente, 2 points de vente, pas en centrale mais en local. Et on voit qu'en local, si je veux aller dans tel cordonnier ou tel autre cordonnier ou tel assureur et tel autre, ça va lire tous les avis et me donner un résumé. Et ça, c'est l'avenir des avis, c'est d'être lu par les IA. Chez Partout, on nous a toujours donné 2 points. Donc, le premier, on nous a toujours dit les gens qui laissent des avis, c'est pour se plaindre. Donc, ça, c'était plutôt des choses qu'on nous retournait en 2019, 2020. On voit aujourd'hui qu'il y a des marques qui ont des moyennes proches de 5. Donc ça montre bien que les avis, c'est pas uniquement pour se plaindre. Et le deuxième chose qu'on nous disait, c'est oui, mais bon, les avis, les gens regardent la note et le nombre d'avis et les lisent pas. Ben, ça aussi, c'est en train de changer parce que si les gens ne les lisent pas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les IA lisent. Et donc, votre marque, que vous soyez Société Générale, que vous soyez une enseigne un réseau d'agences immobilières, toutes ces entreprises, la manière de vous percevoir par les IA est fortement influencée par vos avis en ligne. Et c'est pour ça qu'on a lancé un produit qui est l'analyse de la concurrence. Pour les nombreux clients de Partout qui sont connectés aujourd'hui, vous connaissez sans doute l'analyse de vos analyses de vos avis. Dans la plateforme Partout, vous avez des centaines de milliers d'avis que vous pouvez taguer. Donc, vous définissez le tag, propreté, service, accompagnement, assurance, etc. Vous définissez vos tags. L'IA de Partout va taguer tous vos avis, faire des résumés sur les thèmes. Vous avez une interface qui est complète, qui vous permet de voir en local et en centrale votre réputation et les thèmes qui sont importants pour vos clients et vos forces et vos faiblesses. Maintenant, imaginez qu'on fasse cette même interface pour chacun de vos concurrents. Et c'est ce qu'on a sorti hier. Concrètement, on va pouvoir définir 2 types de concurrents. Le premier, ça va être en centrale. Donc là, Aldi va définir par exemple Lidl, Carrefour, Casino ou autre. Ça va nous permettre de récupérer tous les avis de ces concurrents et de les analyser, de les taguer avec le même set de tags que ce qu'a défini le client pour ses avis, et de faire aussi une analyse des concurrents en local. Donc, on va taper supermarché à Brest, on va récupérer tous les concurrents, et s'il y a un concurrent comme Lidl qui a été identifié en local, on va être capable, pour chacun de vos points de vente, de le comparer par les avis et l'analyse sémantique aux concurrents autour de lui. C'était un peu rapide, donc je voulais vous inviter à un événement qu'on organise le 25 juin, donc dans 2 semaines, à 10h. On a Charlotte et Fanny, 2 personnes de l'équipe de Partout, qui pendant 1 heure vont vous expliquer, vous faire des démos de comment fonctionne cet outil, pourquoi c'est important, en quoi ça impacte le géo. Donc, je vous conseille de vous inscrire. Au pire, si vous ne venez pas, on vous enverra les informations aussi. Donc, ça nous permet de savoir qui peut être intéressé par ce produit. Pour la petite histoire, c'est un produit qu'on nous demande depuis, je pense, 5 ans et qui était difficile à faire. On y a passé beaucoup de temps, donc on espère qu'il vous plaira. Et concrètement, demain, ça veut dire que vous pouvez connaître toutes les forces et toutes les faiblesses de tous vos concurrents en local et en central. On arrive à un sujet un peu complexe qui est la guerre aux faux avis. C'est un sujet qui a marqué beaucoup d'entre vous ces derniers mois, le fait que vos avis Google Maps disparaissaient. Alors déjà, je peux vous faire mon retour d'expérience. Je suis considéré comme suspect par Google Maps et je ne peux plus laisser un seul avis sur Google. Pourquoi ? Parce que ça fait 10 ans que je travaille dans le secteur et que je laisse des avis sur des points de vente et qu'on donc
et je vérifie les informations de mes clients, et cetera. Donc il y a plein de choses que je vais faire et qui vont faire que je n'ai pas un comportement classique dans Google Maps et donc Google refuse de publier mes avis. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi Google refuse ou supprime des avis. Et donc là, il y a un premier élément qui est la régulation digitale européenne. Vous avez peut-être déjà entendu parler de 2 régulations, le DSA et le DMA pour le Digital Services Act et le Digital Market Act, qui visent notamment Google et toutes les Very Large Online Platforms and Search Engine, donc les VLOPS. Et le DSA a pour objectif de lutter contre les contenus illégaux et la désinformation, alors que le DMA, c'est plutôt de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. Donc, le DMA a donné lieu au site de lieu, que vous connaissez peut-être. Le DSA, c'est une des régulations qui explique qu'il est si difficile de valider des fiches, qui explique que la complexité pour valider tout ça, c'est vraiment a fortement augmenté ces dernières années. Le DSA, c'est aussi une régulation qui pousse Google, mais aussi TripAdvisor ou Facebook, à vérifier la véracité des avis qui sont déposés sur les plateformes pour pas qu'il y ait de la désinformation. Et donc, qu'a fait Google en 2022 et 2023 ? Ils ont supprimé 12 millions de fiches Google Maps. Ils ont bloqué 14 millions de vidéos violant les politiques de Google. Et ils ont supprimé 170 millions d'avis. Le truc, c'est que c'était en 2023 et vous ne l'avez peut-être pas senti passer. Alors, chez Partout, on l'a quand même un peu senti. Mais il y a une autre raison pour laquelle Google se bat contre les faux avis. Au-delà de la régulation, l'importance des avis dans le nouveau paradigme géo, donc c'est-à-dire que le géo s'appuie sur les avis, ça va forcer Google à intensifier sa lutte contre les faux avis. Et ça, on l'a vraiment senti ces derniers mois. Je vous fais un retour d'expérience chez Partout. Mi-février 2026, les clients de Partout et tous les points de vente, nous on peut suivre ces statistiques parce que c'est nos clients, mais tous les points de vente ont perdu des avis. Sur les clients de Partout, c'est 4,3 millions d'avis qui ont disparu sur plus de 100 millions d'avis. Donc, il faut imaginer, on a plus de 100 millions d'avis pour tous les clients de Partout, et il y en a 4,3 qui ont disparu du jour au lendemain. Et donc là, tous les clients nous ont dit, mais il y a un problème, sauf que l'affichage de Google Maps était faux. Donc on a géré cette problématique, qui n'est pas du tout liée à Partout, qui est liée à toutes les fiches Google Maps du monde. Et 3 semaines plus tard, après beaucoup d'échanges avec les équipes de Google, notamment aux États-Unis et à Londres, on a eu 3,8 millions d'avis qui ont réapparu. Donc on a eu des évolutions un peu erratiques de la note, du nombre d'avis, ce qui a pu perturber certains d'entre vous si vous êtes client, mais au moins vous aviez quelqu'un à qui en parler et comprendre que c'était un problème généralisé. Ce qu'on retient de ça, c'est que Google a supprimé un demi-million d'avis de clients de Partout, mais aussi potentiellement des dizaines de millions d'avis de clients pas de Partout. Et donc, on a voulu vous donner quelques chiffres pour que vous ayez conscience de à quel point Google lutte contre les faux avis. Alors ça, c'est les chiffres de Google. Le premier, c'est que, donc là, vous voyez, il y a 1,14 milliard d'avis qui ont été déposés en 2025 sur Google Maps. Et 292 millions ont été bloqués. Si on fait le rapport entre les deux, ça veut dire que 22% des avis Google Maps ont été bloqués en 2025. 22%, c'est 1 sur 5. Donc, quand vous avez 5 clients qui laissent un avis sur votre point de vente et qui passent tous les étages, hop, il y en a un qui ne sera jamais publié. Et les études qu'on a lues, alors ça, ce n'est pas un chiffre de Google, c'est des études, des théories, c'est que 38% des avis qui sont bloqués sont pourtant légitimes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Google préfère bloquer des avis légitimes pour faire la guerre aux faux avis, alors qu'avant, il préférait avoir plus d'avis, quitte à avoir des faux avis. Donc on passe d'une logique de Google qui était une logique de quantité, je veux plus d'avis dans la plateforme, à une logique qui est une logique de qualité. Pourquoi ? Parce que si Google veut que nous fassions confiance aux IA, il faut que les IA s'appuient sur des avis véridiques. Et donc c'est tout ce travail-là qui, depuis maintenant 6 ans, pousse Google à se battre contre les faux avis, quitte à bloquer des avis qui sont bons ou à supprimer des faux avis qui lui semblent suspicieux a posteriori. Maintenant, c'est un point important, c'est quels sont les signaux que l'IA regarde. En fait, l'IA va regarder le comportement de l'utilisateur. Est-ce qu'il a un comportement suspect, comme c'est mon cas par exemple ? Il va regarder aussi le contenu. Est-ce que le contenu a l'air d'être généré par IA ? Est-ce qu'il est insultant ? Est-ce qu'il est homophobe ? Est-ce qu'il est raciste ? Est-ce qu'il mentionne un employé ? Ça, c'est complètement interdit. Il y a le troisième point qui est un point, je voudrais aussi faire passer ce message, c'est l'augmentation inhabituelle du volume d'avis est suspect. Parfois, on a des clients qui vont envoyer à leur base entière de clients un lien pour récupérer des avis. Si vous faites ça,
vous pouvez avoir une suspension de fiche et vous pouvez avoir plein de problèmes. Donc, il faut que l'augmentation de votre nombre d'avis soit naturelle. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce que ça peut poser beaucoup de problèmes. Vous pouvez avoir tous vos avis qui sont supprimés. Et après, il y a un quatrième point qui est: est-ce que les avis sont similaires? C'est est-ce que vous avez plusieurs fois des avis qui reprennent un peu la même chose, qui utilisent les mêmes termes, qui laissent à penser que vous donnez des guidelines à vos clients pour laisser un certain type d'avis. Donc, les pratiques illégales, je vais les rappeler parce que je pense qu'elles sont assez peu connues. La première pratique complètement illégale, mais très, très, très répandue, c'est le review gating. Le review gating, ça consiste à filtrer la récupération d'avis Google sur des questions spécifiques. Donc, par exemple, vous envoyez une enquête de satisfaction via Partout et vous dites: mettez le lien à Google uniquement quand vous avez une note de plus de 9 ou 10. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes en train de créer une gate, c'est-à-dire un filtre qui va envoyer vos clients sur Google Maps uniquement s'il y a des bons avis. Donc ça s'appelle le review gating. Très difficile pour Google de le récupérer, de savoir que vous avez fait ça, donc assez peu pénalisé pour le moment. Mais on pourrait en discuter un peu plus en off. Le deuxième sujet qui est complètement illégal, c'est les incitations. Il est interdit d'offrir des remises, de l'argent, des cadeaux en l'échange d'un avis. Ça a été updaté pendant les règles et c'est même la Federal Trade Commission, je ne sais pas si c'est exactement la FTC, qui a mis aux États-Unis une amende de plus de 50 000 € s'il y a des incitations à déposer des avis. Vous êtes peut-être certains d'entre vous avec des programmes comme ça. Aujourd'hui, Google est assez permissible sur ça. On va voir ce que vous pouvez risquer tout de même, juste pour vous donner le contexte. Vous avez aussi interdiction de laisser des avis en tant qu'employé d'une entreprise. Donc là, comment fait Google? Avec une IA, il voit si tous les matins vous rendez dans un McDo et qu'un jour vous laissez le point de vente dans un avis sur le McDo et que vous y passez toutes vos journées, on se dira que vous êtes employé et donc là, votre avis ne sera pas publié puisqu'il y a forcément un conflit d'intérêt. Et vous n'avez pas non plus le droit de générer des avis par IA. Donc vous n'avez pas le droit que vos utilisateurs génèrent un texte et le collent. Ça sera aussi supprimé et visible. La question qui vient après, c'est: oui, d'accord, j'ai pas le droit de faire des incitations et de donner un discount quand on me laisse un avis, mais Google ne le saura jamais. Et à cette remarque, Google est un peu cash et commence à utiliser de la délation. Alors, quand vous laissez un avis sur un restaurant aux États-Unis, un pop-up apparaît et vous pose la question directement: est-ce que ce point de vente vous a offert un reward en échange de votre avis? Et là, si il répond oui, il ne sait pas que c'est interdit, hein. Et donc s'il répond oui, vous allez être spoté comme utilisant des pratiques illégales pour récupérer des avis. Et donc tout ce qui est gamification, points, et cetera, c'est un peu zone grise et je pense que c'est un peu là, et si la personne répond oui parce que vous lui avez donné des points, parce qu'un reward, c'est des points, potentiellement, vous pouvez être pénalisé. Alors, là encore, il y a beaucoup de gens qui me disent: mais oui, mais c'est quoi pénaliser? Je vous ai pris des exemples concrets. Qu'est-ce que vous risquez? Donc, le premier truc que vous risquez, c'est cette magnifique bannière sur la gauche qui s'affiche sur votre point de vente: Suspected fake reviews were recently removed from this place. Donc, ça veut dire que vos clients, vos prospects verront cette énorme bannière rouge qui dit que vous avez récupéré des faux avis. Il y a une autre bannière de la honte, comme on appelle ça, c'est Posting reviews is turned off for this place. Donc là, pareil, l'idée c'est de dire que plus personne ne peut déposer des avis. Et là, Monsieur Vyong aux US, on lui a supprimé plus de 250 avis et c'est marqué: Over 250 reviews removed due to defamation complaints. Alors, il y a plein de cas comme ça. Et la ligne du bas, c'est la Federal Trade Commission aux États-Unis qui impose des amendes de plus de 50 000 $ aux points de vente qui ont eu recours à ce type de pratique. Notamment en ce moment, ils sont en train de sévir sur les avocats aux États-Unis. Donc, il y a une loi qui est un peu passée et donc je pense que la FTC a en ligne de mire tous les avocats qui collectent des avis un peu par des mauvaises manières. Une question qui est posée dans le chat, c'est: est-ce qu'on peut avoir ces bannières en France? Pour l'instant, je n'en ai pas vu. Par contre, j'ai des clients qui ont déjà eu tous leurs avis supprimés. Alors nous, ensuite, on contacte Google aux États-Unis, on dit: désolé, on ne savait pas, etc. Ça nous met dans des positions très désagréables. Donc, nous, on dit à nos clients de ne pas le faire et en aucun cas, Partout ne prend la responsabilité de ce genre de choses. Si vous décidez, par exemple, de faire du review gating ou de faire de la gamification ou des points ou des discounts, nous, c'est vos risques.
mais c'est vrai que ça peut arriver. Et pour l'instant, j'ai pas vu de bannière en français comme ça, mais ah, il y a quelqu'un qui a déjà eu dans le chat cette bannière. Maintenant, comment collecter des avis sans prendre de risques? Bah, c'est tout simple. Il faut utiliser le lien officiel de Google Maps, espacer les demandes d'avis pour que ce soit naturel, demander des avis sans donner de guidelines et répondre à tous vos avis, bien sûr. Plus vous répondez à vos avis, plus vous remontez en SEO. Il nous reste 7 minutes pour faire la troisième partie. Je vais un peu déborder aujourd'hui. Je savais que ça serait un peu plus long. Merci à tous ceux qui restent. Vous êtes plus de 300 encore connectés. Donc après 53 minutes, c'est un plaisir. Il y a beaucoup d'informations sur le sujet du GEO. Donc là, j'aimerais parler de votre site internet. Si vous avez beaucoup de points de vente, le sujet du Store Locator, c'est le sujet de 2026 et on l'espère de 2027. C'est là où on a le plus de discussions avec nos clients. Et je vais aussi essayer de vous expliquer pourquoi un Store Locator, ce n'est pas uniquement un endroit où vous avez vos adresses, vos numéros de téléphone et vos horaires. Le premier point, c'est que quand on fait des études GEO, on se rend compte que les informations remontées par ChatGPT, par Mistral et par les IA, c'est beaucoup votre Store Locator. C'est-à-dire que le Store Locator est la source des informations des IA pour remontrer des points de vente. Ça, normalement, si vous avez suivi d'autres webinars, c'est quelque chose que vous connaissez. Un Store Locator, il est à destination de deux types d'utilisateurs. Les utilisateurs humains, donc les personnes qui vont sur votre site et qui cherchent des informations. Mais plus important maintenant, c'est les utilisateurs IA, donc des agents IA qui vont pour le compte d'humains qui utilisent ChatGPT ou d'autres sur votre site et qui essaient de comprendre. Et donc, votre site internet, il doit être pensé de deux manières. L'UX, l'UI, les couleurs des boutons, où ils sont placés. Donc, ça, c'est hyper important, ce qu'on appelle l'user experience, mais aussi la donnée. Parce qu'une IA, l'IA s'en fout que votre bouton soit à droite ou à gauche. Il s'en fout qu'il soit vert ou bleu. Le seul truc qui est important pour une IA, c'est la structure de vos données. C'est ce qu'on appelle les métadonnées, les balises schémas, etc. Et sur ce point-là, partout où on accompagne plus de 200 enseignes dans la reconstruction, l'amélioration de leur store locator pour augmenter leur géolocal, c'est-à-dire leur présence dans les IA. On a de super résultats, mais ce qui est intéressant, c'est que partout vous offre gratuitement un audit de votre store locator. Cet audit, il comprend bien sûr des aspects techniques, mais aussi des aspects contenus. Là, vous voyez un exemple de contenu. Donc, il faut mettre des photos, des actualités, les posts. Il faut mettre des marques, des produits. Il faut mettre vos avis. En fait, il faut imaginer que le Store Log de demain, c'est concrètement tout votre hub de données locales. Et donc là, votre enjeu, il est vraiment d'enrichir la donnée et de la structurer. Et si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec un de nos experts, donc c'est ce qu'on appelle chez nous les Solution Consultants, vous pouvez juste cliquer sur le lien et nous écrire. C'est gratuit. Ensuite, vous pouvez prendre nos recommandations et les appliquer sur votre Store Locator ou être convaincu qu'on est le bon acteur pour vous accompagner et qu'on le développe avec vous. Dernier point sur ce premier point, c'est l'importance des avis sur le Store Locator. Donc, un module de partout, c'est notamment de reprendre tous vos avis Google Maps ou de vos avis en quête de satisfaction pour les mettre sur votre Store Locator, comme le fait AXA, ce qui va permettre à ChatGPT de récupérer les avis. Maintenant, chez Partout, on a beaucoup de gens dans le digital qui sont nos clients, qui sont très portés e-commerce. Pourquoi? Parce que depuis 20 ans, quand on dit digital, on pense e-commerce. Alors que le digital, ce n'est pas que le e-commerce. Le digital, c'est toute la transformation digitale de l'entreprise. Et donc, je vais quand même faire un point qui est de montrer pourquoi le e-commerce est impacté par le Store Locator. Je vais prendre l'exemple de La Foire Fouille. La Foire Fouille, c'est un client de Partout que vous voyez ici. Donc, on a développé le Store Locator avec eux. Vous avez des informations classiques. Vous pouvez aller sur le Store Locator et voir. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont développé un bloc avec nous qui s'appelle Nos Rayons. Et ce bloc, quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur les produits qui sont vendus à La Foire Fouille dans le point de vente sélectionné sur le Store Locator. Et on voit bien qu'il y a un lien entre les produits et les points de vente. Et ce lien, c'est les stocks. Les stocks de tels produits dans le point de vente. Et on voit aujourd'hui que 80% des clics sur le Store Locator, c'est des clics vers les rayons. Et donc, c'est 400 000 clics pour La Foire Fouille. Ça veut dire que demain, vous avez tout intérêt à essayer de rajouter des blocs de e-commerce dans votre Store Locator. Ça peut être des blocs de e-commerce, ça peut être des blocs de réservation, ça peut être plein de types de blocs différents, mais il faut juste penser à votre Store Locator comme un endroit où vous pouvez aussi convertir des gens.
Dernier point des 10 points qu'on avait prévu de voir ensemble aujourd'hui, c'est les intent pages. Et là, c'est sans doute le point que je préfère dans toute la présentation parce que ça a été un peu une révolution dans la manière dont je conçois le GEO aujourd'hui. C'est qu'il est important de faire des pages pour répondre à des intentions d'achat sur les IA. Déjà, la première chose à faire, c'est que vos URL de Store Locator, ça ne doit pas être juste vos points de vente avec un code. En fait, il faut que vous ayez toute une hiérarchie. Donc là, j'ai pris l'exemple de Matmut, j'aurais pu le prendre d'autres clients de partout, mais vous avez agencematmut.fr, agence Matmut Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc une page pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur, une page pour les Alpes-Maritimes, une page pour Nice et une page pour le point de vente. Et on voit qu'il y a une sorte d'entonnoir de région, de département, qui fait que si demain vous tapez « je cherche une agence d'assurance à Nice », cette page sera très bien référencée. Donc, faire une page par région, une page par ville, et mettre parfois des points de vente qui ne sont pas exactement dans cette ville, mais juste à côté, va vous permettre de driver plus de gens en point de vente. Maintenant, ça, c'est, je dirais, la base. Vous pouvez vérifier vos URL ou essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais si vous voulez aller un cran plus loin, on a une réflexion en ce moment chez Partout. C'est la notion de page par intention client. Il y a les pages par géographie, mais c'est une partie du sujet. On a fait notamment un exemple avec l'AF, donc l'AF Santé, qui est donc, la pharmacie Lafayette. Ils avaient 488 pages sur leur store locator. Et ce qu'on a fait avec eux, c'est d'essayer de voir quels pouvaient être les services spécifiques qu'un utilisateur pouvait chercher. Par exemple, un test Covid. Par exemple, un vaccin contre la grippe. Par exemple, une orthopédie sur mesure. Et on a généré des pages avec des URL dédiés, des contenus, pour chacune de ces intentions. Et on est passé de 488 pages sur le store locator à 2928 pages. Et ça va faire que chaque URL va être différent. Et on voit là, dans cet exemple, qu'il y a un pharmacie Lafayette Occitanie Hérault Montpellier test Covid et autour de moi pharmacie Île-de-France orthopédie sur mesure. Donc si quelqu'un tape « je veux faire un test Covid à Montpellier », les pharmacies de l'AF Santé ont plus de chances de remonter sur cette requête dans les IA. Et ça, c'est très important parce que c'est une révolution dans la manière dont on structure le store locator. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une page par point de vente, on va faire une page par service. Et ces services, vous allez les retrouver en bas de page avec du maillage interne qui améliore le SEO et qui va faciliter la lecture des crawlers des LLM, à la fois à chaque niveau géographique, mais aussi pour chaque service. C'est quelque chose qu'on a aussi avec Demeco. Donc Demeco, que vous connaissez peut-être, c'est des déménageurs, mais ils font aussi de garde-meubles. C'est-à-dire que pour chaque agence, vous avez potentiellement 2 services. Et donc, on a créé des pages déménageurs et des pages garde-meubles. Et plutôt qu'avoir un maillage traditionnel avec une page pour Bretagne, Finistère et Brest, on va avoir doublé toutes les pages, puisqu'on va avoir le déménageur Bretagne et le garde-meuble Bretagne. Puisque quelqu'un qui cherche un garde-meuble dans ChatGPT, il y a plus de chances que la page garde-meuble Bretagne soit indexée et soit remontée. Et ensuite, ce qu'on a travaillé avec les agences SEO en charge de ces sujets côté Demeco, c'est les textes. Pour chaque page avec des intentions, on va travailler les textes SEO. Donc là, c'est déménager à Montmartre. Et donc, on va mettre Marx d'Ormois, on va mettre des textes autour de La Chapelle, autour de Jules Geoffrin. Comme ça, quelqu'un qui dit j'habite à Jules Geoffrin, je voudrais déménager, a plus de chances de tomber, d'avoir Demeco qui lui est recommandé que si on n'avait pas fait ces pages. Et voilà, nous arrivons à la fin de ces 93 slides et de cette heure ensemble. Vous êtes encore plus de 260 alors qu'on a dépassé le temps. J'imagine qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont là aussi pour les questions. Et donc, le but là maintenant, c'est que je prenne chacune de vos questions et que j'y réponde. Et vous pouvez aussi commenter Alors, il y a Q&A et il y a deux onglets. Heureusement, je suis un peu aidé. On m'a envoyé les questions dans un Google Doc à côté et je vais faire rapidement ça. On vous envoie le support aussi. Voilà. La présentation vous sera envoyée par mail. Alors, première question, banque d'images égale doublon. Non. Aujourd'hui, on ne pense pas que les banques d'images soient des doublons. Si vous mettez la même photo pour plein de points de vente, aujourd'hui, on a tout à penser que ce n'est pas un doublon. Donc ça, c'est une première question auquel je réponds, même s'il peut y avoir débat dans la communauté. Y a-t-il des API pour mettre à jour le calendrier de disponibilité avec nos outils ? Alors,
il y a des API qui existent, il y a des sociétés spécialisées, il y a Booksy, Agendize et d'autres pour tout ce qui est calendrier. Dans le retail, vous pouvez contacter ces entreprises qui sont partenaires de partout, qu'on vous recommande. Pour le domaine bancaire, le bouton réservation peut-il être adapté à la prise de rendez-vous? Oui. Alors, je ne veux pas m'avancer, mais dans le domaine bancaire, on discute avec certaines sociétés qui ont des agences bancaires et je crois que vous êtes éligible. Je ne sais plus si c'est que les assurances ou aussi les banques, mais si c'est le cas, vous avez juste à nous contacter, on fait un petit point, on ne vous facture rien du tout si vous n'êtes pas éligible et on vous dit si vous êtes éligible, bien sûr, en demandant à Google et en remplissant tous les critères. Le bouton réservé en ligne, ça fonctionne pour un camping. Pareil, je n'ai pas la liste des catégories. On a demandé la liste à Google, mais cette liste évolue et augmente. Donc, de plus en plus de secteurs sont ajoutés. Il faudrait nous contacter. Comment est traqué le bouton de réservation? C'est une très bonne question. Google est en train de développer, donc pour le tracking du bouton de réservation, Google est en train de développer un Action Center. Donc, vous allez avoir dans cette interface de Google Réserve with Google toutes les réservations qui sont prises et vous allez pouvoir voir les chiffres du nombre de réservations incrémentales que vous allez obtenir. Donc, c'est vraiment une approche héroïste. Pour les services, quelle est la recommandation pour les mettre en valeur en photo? Alors, sur cette question pour les services, je n'ai pas forcément de réponse sur ça. Je ne sais pas s'il y a je crois que les services, donc, vous pouvez bien sûr les mettre à jour dans partout. Donc, mettre plus de services va augmenter votre SEO, mais je ne suis pas sûr que vous puissiez mettre des photos par service. Il faudrait demander à votre chargé de compte. Sur les photos d'affichage, l'affichage sont les photos postées par le propriétaire ou les photos postées par le client? Très bonne question. Quand vous allez sur une fiche Google Maps, vous allez avoir deux types de photos qui s'affichent, les photos du propriétaire et les photos des utilisateurs. Et là, les deux s'affichent. Maintenant, la question qui nous est souvent posée, c'est quel est l'ordre? Comment l'ordre est défini? L'ordre, il est défini par, le premier, c'est est-ce que c'est une personne qui a un haut niveau de local guide? Donc, local guide, c'est des influenceurs sur Google Maps. Est-ce que les gens passent du temps dessus? Est-ce qu'il y a des likes? Est-ce qu'il y a... typiquement, elle répond à la requête, comme je vous montrais avec Macaron, etc. Donc, il y a les deux photos sur vos fiches et en fonction, il va y avoir un ordre différent. Existe-t-il une fonctionnalité partout permettant de voir la date de la dernière action faite sur la fiche, de manière à pouvoir prioriser les fiches? Non, on n'a pas encore cette fonctionnalité, mais je pense que ça peut être quelque chose qu'on regarde, mais on n'a pas encore ça. Les données EXIF ont-elles toujours un impact dans le SEO? Je ne sais pas du tout à répondre à cette question. On peut donc retrouver sur Claude la note globale d'une entreprise qui englobe toutes les notes des établissements. Sur ChatGPT, ce n'était pas encore possible. Oui, sur Claude, vous pouvez récupérer toutes les notes de votre entreprise, mais je pense qu'il ne pourra pas calculer tout ça parce que la donnée n'est pas assez bien structurée pour lui et que ça lui coûterait trop cher. Il peut récupérer 5 points de vente par 5 points de vente et je crois qu'il peut récupérer que ce que 10 derniers avis. Donc, vous n'aurez jamais l'analyse des avis comme on peut le proposer avec partout. La fusion du social et du search est incontournable. OK, mais comment border la confidentialité de nos infos perso sur les réseaux sociaux? Ça, c'est toujours le même problème. Si vous avez cette question, vous pouvez aussi poster, comme le fait partout, sur vos points de vente et essayer de respecter cette partie-là. Par ailleurs, juste pour que ça soit très clair, vos informations sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas un profil public, elles ne sont pas dessus. C'est-à-dire que si vous postez sur Facebook et que vous n'avez pas un profil public, ça ne sera pas publié sur Google. C'est que les informations publiques. Quand on a un grand réseau de magasins, peut-on indiquer les réseaux sociaux des marques sur les fiches Google? On ne peut pas implémenter de vidéos sur Google. Donc, la première question, c'est quand on a un grand réseau de magasins, peut-on indiquer les réseaux sociaux des marques sur les fiches Google Magasins? À cette question, je n'ai pas la réponse, mais nous, on dit à nos clients de le faire. Si vous avez que des marques, que des pages Facebook, par exemple, de marques ou un compte Twitter de marque, je vous conseille de le mettre quand même si vous n'avez pas de compte Twitter local. Donc, je pense que vous pouvez, ça ne fera pas de mal. Que sont devenues les Q&A déjà existantes? C'est très triste. Toutes les Q&A ont été supprimées. Donc, elles n'apparaissent plus. Et je ne pense pas que Google les utilise encore aujourd'hui puisqu'elles sont forcément périmées, puisqu'elles ne sont plus mises à jour. Donc, tous ceux qui ont investi malheureusement dans les Q&A, aujourd'hui, c'est du temps qui n'est plus utile. L'analyse des concurrents se base-t-elle uniquement sur les enseignes qui sont clients de partout ou sur tous les concurrents du marché? Très bonne question. Bien sûr que c'est sur tous les concurrents du marché. Jamais nous nous permettrions de diffuser les avis de nos clients si on ne pouvait pas le faire sur toute la base. Donc, quand vous êtes un client de partout, vous pouvez voir
les avis de tous vos concurrents, pas que des clients de partout. Et donc là, il suffit de nous donner la liste de vos concurrents et on utilise cette méthode pour aller récupérer les avis. Donc pas d'inquiétude là-dessus, vous avez cette information. Une petite question en parallèle, il y a Yvan qui demande que deviennent les Q&A des store locators. Elles sont très importantes. C'est ici qu'il faut les mettre à jour. Et bien sûr, elles restent actives. Donc, c'est que les Q&A de Google Maps qui ont disparu. Les Q&A des store locators sont encore à améliorer, à updater et surtout à baliser avec les bonnes balises schéma. Au regard de l'importance à venir des avis, le risque n'est-il pas de voir de faux avis pulluler? Ça, on en a parlé, donc oui, c'est un risque, mais Google prend le sujet très au sérieux. Est-ce que l'intention des marques via des réponses au sein de l'avis peut influencer les résultats AI Overview et Maps? Là encore, une question très importante, c'est est-ce que les réponses aux avis Google Maps sont prises en compte par les modèles d'IA? La réponse est non. Vous ne pouvez pas mettre des mots-clés dans les réponses de vos avis. Donc, ça, c'est important. C'est seulement les textes des avis qui sont pris en compte, c'est-à-dire ceux qui sont mis sur les fiches. Là, on a des petites tactiques qu'on utilise et qu'on pousse nos clients à faire, c'est de répondre avec des mots-clés. Et on sait que quelqu'un qui laisse un avis sur un point de vente va forcément lire les précédents avis et les réponses. Donc, si à chaque fois que quelqu'un laisse un avis, vous dites « Et on espère que vous avez goûté notre super pain perdu », vous êtes sûr que les prochains avis vont mentionner le pain perdu et que vous allez remonter sur des gens qui cherchent du pain perdu. Donc là, la seule manière où les réponses dans les avis vont influencer votre SEO et votre GEO, c'est que les prochains avis vont sûrement reprendre les mêmes termes. Donc ça, c'est une bonne pratique à faire quand même. Aura-t-on un récap des avis perdus des derniers mois? Alors, dans Partout, vous avez l'ensemble de vos avis supprimés. On nous demande souvent les différences entre Partout et d'autres acteurs. La réalité, c'est qu'on a des centaines et des centaines de fonctionnalités en plus, mais que c'est difficile de vous dire lesquelles fonctionnent, enfin lesquelles sont importantes pour vous, etc. Mais ça, c'est un exemple de choses qu'on a. C'est que dans Partout, vous avez accès à tous les avis qui ont été supprimés. La seule chose qu'on doit faire, c'est bien sûr de retirer les noms et les prénoms des personnes qui ont laissé l'avis, car cela rentre dans le domaine RGPD. Si le prénom et le nom de la personne n'est plus en ligne, on n'a pas le droit de le lier. Donc, vous avez accès à vos avis perdus, mais pas à qui les a laissés. Les avis qui mentionnaient un employé sont strictement interdits, vous dites. Nous avons eu le cas, on l'a signalé et l'avis est toujours en ligne. Que faire, s'il vous plaît? Alors, là encore, je vais être très clair. Ce n'est pas parce que c'est interdit que c'est systématiquement supprimé. Si je tape des mentions homophobes dans la base des 100 000 avis de partout, pour nos clients, j'ai plein d'avis, racistes, etc. En fait, le fait que ce soit interdit ne veut pas dire que Google le supprime. Parce qu'ils n'arrivent pas à le repérer, parce qu'il y a trop de cas, hein, c'est des milliards et des milliards d'avis qui sont laissés. Et donc, Google n'a pas la capacité de tout faire. Et donc, vous avez le cas, comme vous dites, d'un avis où il y a une mention d'un employé. Malheureusement, c'est difficile à supprimer. Et l'autre question qui est si le client dit merci à Sydney pour son super accueil, l'avis a des chances de ne pas être publié. Aujourd'hui, il a plus de chances. Sur ce point, je vais juste expliquer pourquoi ils ont fait ça. Dans un restaurant aux États-Unis, il y a une pratique qui a fortement augmenté, c'est de payer les serveurs sur le nombre d'avis qu'ils arrivent à collecter. Imaginons que vous êtes dans un restaurant, vous avez 5 serveurs. Chacun doit collecter des avis et il faut que la personne elle laisse le prénom du serveur pour que le serveur puisse toucher des primes. Et donc, cette pratique qui a consisté à travers ces équipes à demander des avis a été interdite. Et donc, ils ont annoncé que maintenant, quand il y avait des prénoms de serveurs, et donc par extension les prénoms de tous les employés, les avis auraient moins de chances d'être publiés pour faire peur aux restaurants qui avaient cette pratique qui était hyper développée aux États-Unis. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tous les avis qui mentionnent quelqu'un vont être pas publiés? Je pense absolument pas. Je pense que ça va être plutôt 5 à 10%. Ce que je vous ai partagé, c'est avant tout des guidelines et souvent, quand on dit guidelines, ça veut dire exception et ça veut dire pas totalement appliqué. Donc, je préfère vous le dire. C'est pas parce que vous mettez un prénom de quelqu'un dans un avis qui ne sera pas publié. Est-ce que l'analyse du nombre d'avis publiés se base sur les horaires ou les dates d'ouverture de l'établissement? Par exemple, si nous avons un établissement saisonnier, il est normal d'avoir peu d'avis en hiver et davantage en été. Oui, il va moins remonter en hiver, il va plus remonter en été. Donc là, en effet, ça va dépendre des horaires et des dates d'ouverture. Une question qui nous est posée, est-ce qu'il y a des flux
store de partout vers OpenAI. Alors aujourd'hui, OpenAI, donc la maison mère de ChatGPT, ne donne pas d'accès à des API. C'est-à-dire que nous n'avons pas la possibilité, et aucun acteur sur le marché n'a la possibilité de mettre à jour ChatGPT directement. Ce que Partout fait, c'est de mettre à jour sur des annuaires qui sont scrappés par ChatGPT, comme le 118 000, juste à côté, etc., et optimiser votre store locator pour être repris par OpenAI. Le jour où OpenAI créera un GPT Maps, on sera les premiers informés puisqu'on échange beaucoup avec eux et surtout, on sera les premiers à les mettre en place. Donc, on espère que ce sera fait pour avoir une connexion directe entre vos bases de données et ChatGPT. Voilà, on arrive à la fin. Si vous avez, donc on a déjà un peu dépassé. La réalité, c'est que toutes les équipes de Partout sont formées à ces sujets. Et moi, ce webinaire, je l'ai fait il y a un mois à toutes les équipes de Partout pour que vous soyez les premiers, si vous êtes client, à être informés, à essayer de mettre en place ce genre de choses. Là, on parle que d'une petite partie des nouveautés qui sont apparues. Donc, notre but chez Partout, c'est de continuer à faire ça. On espère que ça vous aide. Et si vous voulez, vous pouvez... il y a le webinaire qui aura lieu dans quelques semaines sur les avis. Et il y aura aussi des réflexions un peu plus stratégiques, au-delà de la présentation du produit. Et sinon, vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn. Je poste tous les jours sur ces sujets et ça peut rentrer dans votre fil d'actualité. Et un petit merci aussi à Nathan qui a animé en back-office toute cette présentation sur un jour off. Très sympa à lui, sinon j'aurais été un peu embêté car il y a quand même toute l'équipe de marketing derrière ces webinaires pour les rendre possibles. Merci à tous et à très très vite. Au revoir.